Bonjour tout le monde et bienvenue à la 11e émission de Vue d'ici. Cette semaine encore, notre mission est de vous présenter différentes entrevues qui ont été réalisées avec des gens d'ici, du territoire de la Couronne-Nord de Québec. Mégane, Chloé, Camille et moi-même vous présenterons nos différentes entrevues. Si vous avez des suggestions à nous partager, il est encore possible de le faire via le info@ccap.tv, mais sachez que CCAP et Vue d'ici se terminent sous peu, la semaine prochaine, et qu'on reprendra vos suggestions pour l'automne prochain. Maintenant, Mégane, aujourd'hui, tu discutes de restauration et on le sait, avec la pandémie, ça n'a pas été facile dans les derniers mois. Exactement, je discute avec Jean-Sébastien Potier, qui est l'un des copropriétaires de l'application Libro, une application qui aide les restaurateurs d'abord et avant tout à faire leurs réservations sur le web. Mais avec la pandémie, ils ont développé tout plein de trucs pour aider les restaurateurs dans une période un peu plus difficile. Je vous laisse écouter l'entrevue. Merci beaucoup. Bon visionnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Sébastien Potier, propriétaire de Libro et copropriétaire de Resto Québec, pour parler de ces deux belles entreprises bien de chez nous. Mais Jean-Sébastien, pour ceux qui ne connaissent pas Libro, dis-moi de quelle façon est-ce que ça fonctionne et quel est le rôle de cette application? Salut, c'est le fun que tu m'as invité, merci. Fait que Libro, en gros, ça a été fondé en 2015 et comment ça fonctionne? C'est un service qui est 100% pour les restaurateurs. Donc, vous, quand vous réservez dans un restaurant, c'est sûr, vous voyez la plateforme, vous voyez, ça vous envoie des confirmations. Mais le gros là, du morceau, c'est vraiment le restaurateur. Donc, quand tu arrives sur l'outil, il y a l'ordinateur, puis ils voient leur table, ils sont capables de savoir, OK, regarde, elle s'en vient au restaurant à 5 heures, ils vont être 4 personnes, ils sont assis sur le bord de la fenêtre. Puis s'il y a des allergies ou peu importe, ils vont tous voir ça parce que on a un petit système qui va lire les mots-clés là, qui va aider les restaurateurs à pas oublier une fête. Exemple. On est les moins chers sur le marché, c'est pas parce qu'on est moins bon, c'est plus parce qu'on est arrivé après tout le monde. Avant, on distribuait d'autres produits comme Bookenda, OpenTable. Puis on a décidé de faire notre outil parce que sur Resto Québec, quand tu réservais avant, il y avait toutes sortes d'outils de réservation. Puis vraiment, quand le client va réserver, il réserve au restaurant. Puis si c'est un resto japonais, dans une semaine, Libro va pas dire « Hey, t'aimes ça, les restos japonais? Viens réserver sur Libro. » Fait que ça, c'est l'avantage principal, c'est qu'on travaille pour le restaurateur. Et comment l'idée de créer cette entreprise de réservation en ligne vous est venue à l'esprit? Ça nous est venu effectivement du fait qu'on distribuait et qu'est-ce qu'on voyait, c'est que les gens, Resto Québec, qui est une autre de nos entreprises, on sort premier sur Google. Puis le monde, quand ils cherchent des restaurants, maintenant, c'est là qu'ils vont. Fait qu'on voyait les gens arriver sur notre site, réserver. Mais la réservation, si c'était pas nous qui la faisaient, nos compétiteurs, qui étaient anciennement nos collaborateurs, prenaient ces clients-là puis le ramenaient sur leur plateforme. Fait qu'on avait un petit problème au niveau de l'éthique de la collaboration. Est-ce que vous sentez qu'il y a une bonne réponse de la part des autres pays par rapport à votre application? Ici, ça a été l'effet d'une bombe là, à cause de l'achat local, réservation obligatoire. C'est sûr heureusement, après cette année terrible, on a eu le retour un peu de tous les congés de paiement qu'on a fait, puis du fait qu'on a regardé le bon support. Ailleurs, l'enjeu, c'était d'être capable de rentrer même si on n'est pas local. Les gens connaissent tous les outils internationaux, mais honnêtement, c'est une rencontre, une signature, donc c'est vraiment encourageant. Hier, on a signé 3 clients à Londres, 2 clients à Winnipeg, 1 à San Francisco. C'est dans une journée. Puis j'oublie 5 à New York avant hier. Fait que ça va bien. Quand les gens nous rencontrent, ils voient qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr qu'avec l'ensemble de notre produit, le prix, on réussit à rentrer facilement. C'est aussi le cofondateur de Resto Québec, entreprise qui a été créée il y a 10 ans maintenant, qui agit un peu, comme tu disais tout à l'heure, comme un guide de publicité pour les restaurants. Parle-nous un peu de cette entreprise qui est assez bien connue à Québec pour ses semaines thématiques. Oui, Resto Québec, c'est parti il y a 10 ans. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait copié le concept ailleurs. Ça se faisait avec... ça s'appelait Resto Montréal dans le temps. Puis on a décidé de l'amener ici à Québec puis de faire la même chose. Puis à force de se compétitionner, Resto Montréal, puis nous, on s'appelait tonresto.ca dans le temps. À un moment donné, on avait le même problème commun qui était les outils de réservation. Fait qu'on a finalement fusionné ensemble les deux compagnies, qui sont devenues Resto Québec, Resto Montréal en 2013. Puis on est encore avec eux des bons partenaires
des gars de Montréal, une grande famille. Puis sinon, c'est ça. Resto Québec fonctionne super bien depuis 10 ans. Les restaurateurs, il y a une bonne réponse. Le trafic augmente. On continue de travailler fort. Et comme je disais tout à l'heure, Resto Québec est vraiment bien connu pour ses semaines thématiques. Alors, quelle sera la prochaine semaine qu'on doit mettre à notre agenda, là? La Burger Week, le 1er au 7 septembre. La Poutine Week après du 1er au 7 février. Puis la Cheese Week, cette année, on avait changé les dates pour... on s'est dit on va aider à la réouverture, mais finalement, on s'est fait refermer. Mais bon, ceci étant dit, Burger Week en septembre, on va essayer de faire une grosse édition. Là. Évidemment, pour les restaurateurs qui désirent changer de système de réservation pour un système 100% québécois, un système bien chez nous, on les invite à visiter le site Internet de Libro. Et pour les foodies amateurs de bonne bouffe, on les invite à visiter le site web de Resto Québec pour s'inspirer pour la prochaine visite en restaurant. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ton temps. Merci à toi. Salut, bonne journée. Merci, bye-bye, bonne journée. Bye. Toujours intéressant d'entendre la vision d'un entrepreneur qui a mis sur pied une plateforme comme celle-ci. Et l'application, Mégane, tu avais encore quelques items à ajouter là, concernant celle-ci. Mégane, on va juste ouvrir ton micro pour pouvoir bien parler de l'application et comprendre ce que tu as à nous dire. Eh bien, aujourd'hui, Libro va vraiment bon train, comme vous avez vu. Ils sont un peu partout à travers le monde et ils continuent de faire affaire avec des restaurateurs un peu partout sur la planète. Et comme vous avez entendu, si vous êtes aussi des amateurs de bonne bouffe, on vous invite à visiter le site web de Resto Québec, qui est leur autre entreprise qui vous permet de dénicher les meilleurs restaurants ici. Bien, merci beaucoup, Mégane. Ce sera un plaisir de rediscuter avec toi pour une prochaine émission de Vue d'ici. Maintenant, je vous présente Camille qui nous parlera d'un nouveau projet au Centre d'action bénévole. Et je pense qu'avec la pandémie, Camille, s'impliquer, c'est devenu important non seulement pour combler peut-être notre temps, mais aussi pour faire la différence auprès d'organismes qui ne l'ont pas eu facile, eux non plus. Exactement, Mélissa. C'est un projet inspirant et 100% bénévole. Donc, ça consiste à aider les personnes âgées qui auraient besoin de soutien, soit pour prendre un rendez-vous en ligne ou tout simplement pour se déplacer à leur heure de vaccination. Donc, Centre Action bénévole s'occupe vraiment d'aller chercher la personne chez elle, de prendre son rendez-vous avec elle et de la ramener à la maison par la suite. Donc, c'est vraiment une initiative qui va être d'une grande aide dans cette grande période de vaccination. Et oui, c'est certain, Camille, on va regarder ça avec attention. Et si vous avez besoin d'informations, bien, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet où on met toujours les liens qui vous partagent finalement ces initiatives du territoire. Donc, bonjour, Madame Chouinard. Voulez-vous nous parler un peu de c'est quoi l'organisme Centre d'action bénévole? Donc, des centres d'actions bénévoles, il y en a 114 dans la province du Québec. On a 2 missions, principalement à Aide 23, puis on est situé à Beauport. Donc, une mission sociale qui est d'aider les organismes à se structurer au niveau du bénévolat. Puis aussi de faire la promotion, la sensibilisation. Puis on a un volet mission humanitaire où on va desservir des personnes clientèles plus vulnérables dans le service de maintien à domicile notamment. Mais tout ça est fait grâce à l'implication de dévoués bénévoles. Fait que vous comprendrez que les 2 missions sont très importantes et interreliées. Donc, avec la COVID qui est arrivée, Mme Chouinard, vous avez pris l'initiative et vous avez eu l'idée de mettre sur pied un programme d'accompagnement pour les personnes en perte d'autonomie ou pour les aînés. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment est-ce que ça a débuté et les projets qui s'en viennent? Oui, effectivement, dans le fond, nous, on fait déjà de l'accompagnement de transport dans notre offre de service, qui est un accompagnement vers des rendez-vous médicaux pour des personnes qui seraient en perte d'autonomie ou qui seraient plus vulnérables. Il faut savoir que c'est pas un service de taxi. C'est plus que ça, c'est un service d'accompagnement. C'est un bénévole qui va aller chercher la personne à son domicile, l'accompagner parfois même jusque dans le bureau du médecin, puis la reconduire à la maison par la suite. Donc, c'était tout naturel pour nous de lever la main et de répondre présent quand le gouvernement a dit qu'il faut que le communautaire se mobilise pour nous aider à favoriser la vaccination. Donc, ça allait naturellement dans notre mission de dire que tous ceux qui sont seuls, qui n'ont peut-être même pas le moyen de prendre leur rendez-vous de manière électronique, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand ils disent « oui, allez vous inscrire, c'est facile sur Internet », il y en a qui n'ont même pas Internet. Donc, on a décidé de développer tout cet aspect enveloppant-là, de dire, bien, contactez-nous par téléphone, on va vous aider à prendre votre rendez-vous. Il y a quelqu'un qui va venir vous chercher à votre porte, va vous accompagner à votre rendez-vous.
de vaccination et qui va vous reconduire à domicile. Ça, pour nous, ça faisait partie de l'offre de service qu'on voulait déployer à Beauport et à Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est vraiment un service qui va en aider plusieurs. D'ailleurs, est-ce que vous avez des critères un peu de sélection des personnes qui peuvent avoir de l'aide, d'autres qui ne respectent pas certains critères? Donc, comment est-ce que vous faites un classement des gens qui peuvent utiliser vos services? Pour l'instant, c'est sûr que la vaccination, c'est un cas qui est très particulier. On parle de figure d'exception, c'est pas dans notre offre de service habituelle. Donc, on parle de personnes qui sont âgés, tout simplement, et puis qui seraient vulnérables ou qui seraient isolés, donc qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se rendre à leur rendez-vous de vaccination. Fait que le critère numéro 1 serait d'être une personne âgée. Pour l'instant, on est rendu aux 65 ans et plus. Après ça, j'imagine que ça va descendre à 60. Puis après ça, ben nous, on sera plus visé par ce projet-là. Ça va être d'autres organismes qui vont prendre la relève parce que notre clientèle cible, c'est vraiment les personnes âgées. Et y a-t-il un long traitement des demandes? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est du long terme? Est-ce qu'on a une réponse rapide? Nous, pour l'instant, un délai de 48 heures, puis on a offert un soutien assez complet à la personne qui a besoin du service. Si ça va simplement de prendre le rendez-vous, mais après ça, on peut aussi boucler la boucle, faire un service complètement 360, prendre le rendez-vous, accompagner et retourner à la maison, là, dépendamment de la prise de rendez-vous aussi, parce que ça se bouscule au centre de foire. Mais il y a de plus en plus de secteurs où est-ce qu'ils vont vacciner aussi. Puis il faut savoir que dans les RPA, les résidences pour personnes aînées, ils sont en train de mettre des initiatives en place pour aller faire vacciner les gens directement sur place plutôt que les gens aient à se déplacer. Fait que ça aussi, ça va libérer pas mal le système. Fait que nous, on va pouvoir se focusser principalement pour les personnes qui sont à domicile. Et pour ceux et celles qui voudraient vous rejoindre, soit sur votre page Facebook, par téléphone ou juste pour envoyer peut-être une demande pour faire du bénévolat, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, alors c'est le cabaide23.org. Ou sinon, vous pouvez nous contacter par téléphone au 88 663 0995. Eh bien, merci, Mme Chouinard. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Encore mes félicitations pour ce beau projet qui aidera sans doute plusieurs personnes à venir dans les mois à venir. Merci, et merci à toutes les personnes qui sont mobilisées pour assurer ce service-là. Et c'est certain qu'en ces temps de pandémie, mais aussi à longueur d'année, on est toujours à la recherche de bénévoles, Camille. Si on veut s'impliquer, c'est possible de le faire. Tout à fait, Mélissa. Donc, comme Mme Chouinard l'a mentionné rapidement, ils sont très ouverts à accueillir de nouveaux bénévoles dans leur équipe. Donc, on invite tous ceux qui aimeraient participer et donner leur petit grain de sel à les rejoindre dès maintenant. Pour avoir déjà rencontré les membres de l'organisation du Centre d'action bénévole, c'est vraiment une superbe organisation qui se trouve sur notre territoire. Merci de l'avoir fait rayonner encore une fois cette semaine. Maintenant, c'est à mon tour de vous présenter mon reportage. J'ai tenté de vous le cacher, mais c'est un peu difficile. J'ai rencontré l'une de mes amies qui s'implique vraiment pour les animaux. J'adore les chiens et les chats. Elle travaille dans un refuge qui s'appelle les Fidèles Moustachus et depuis quelque temps, ils ont décidé d'envoyer les animaux dans des familles d'accueil. C'est d'ailleurs une des familles les plus appréciées de leur organisation qui se trouve à Stoneham et Tewkesbury. Donc, elle nous parle de leur organisation dans ce reportage que je vous présente maintenant. Aujourd'hui, pour notre entrevue, je rencontre Sabrina Bell qui s'occupe de toute la gestion du refuge Les Fidèles Moustachus, qui est un refuge qui couvre, oui, la région de Québec, mais aussi la Couronne-Nord et vos services s'étendent un peu partout. Pour commencer, Sabrina, j'aimerais ça que tu nous décrives un peu ton travail. Qu'est-ce que tu fais au quotidien avec Les Fidèles Moustachus? Oui, donc bonjour. Nous, le refuge Les Fidèles Moustachus, on s'occupe d'offrir une deuxième chance aux animaux dans le besoin. Si quelqu'un a besoin d'abandonner son chat ou son chien ou autre espèce, on les prend en charge et on s'occupe de leur trouver une deuxième famille, en fait, une nouvelle famille qui vont pouvoir les garder jusqu'à la fin. Là, on voit que tu as un chat avec toi. Est-ce que c'est justement un chat qui t'a donné une deuxième chance? Oui, c'est Neptune qui vient du refuge. Je l'ai adopté là-bas, justement. Puis, je sais pas si vous voyez, mais il y a juste un œil. Donc, c'est un petit chat qui avait besoin là, de soins, puis j'ai décidé de le garder. Dans les derniers mois, on a vu beaucoup de gens qui ont adopté énormément d'animaux. Il y a de moins en moins d'abandon, j'imagine, présentement avec la pandémie, comme les gens sont plus à la maison. Oui, on dirait que depuis la pandémie, tout le monde veut adopter des animaux. Donc, il n'y a pas beaucoup d'abandon, mais c'est ça. J'ai hâte de voir par la suite qu'est-ce que ça va donner tout ça. Oui, justement, c'est quoi qui vous inquiète par rapport à ça? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un boom d'abandon? Avoir un animal, c'est beaucoup, beaucoup de temps.
Et je crois qu'il va y avoir beaucoup d'abandon, en fait, après la pandémie parce que les gens vont pas avoir pris le temps de réaliser que, justement, c'est beaucoup de temps un animal. Peux-tu nous décrire un peu comment se sent un animal abandonné? J'imagine que c'est pas la même chose pour un chien puis un chat, t'es pas dans leur tête, mais tu sais, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que ça peut causer des problèmes de comportement chez l'animal? Est-ce que ça peut être plus difficile de le réintégrer dans une famille après avoir vécu un abandon? C'est sûr. Je dirais plus les chiens que les chats. Les chats s'en rendent compte avec le temps. De passer du temps dans une cage, souvent, ils se rendent compte que, justement, ils ne retourneront pas dans leur famille. Mais au niveau des chiens, c'est sûr que l'abandon, c'est la pire chose, je pense, qui peut leur arriver pour eux mentalement. C'est comme un choc de changer complètement l'environnement avec aucun repère. Ta famille n'est pas là. Mais je dirais que oui, c'est sûr qu'abandonner son animal, ça fait en sorte que ton animal a de la difficulté à s'adapter par la suite à des nouveaux environnements. À quoi tu dirais aux gens de penser avant d'adopter? Puis si des fois c'est déjà fait puis qu'ils songent à l'abandon, à quoi devraient-ils penser avant d'abandonner? Avant d'adopter, il faut être sûr d'avoir le temps et l'énergie à investir parce que c'est pas un bibelot, un animal. Hein? Puis avant d'abandonner, je vous dirais d'essayer toutes les possibilités. T'sais, si vous êtes allergique, essayez d'aller voir votre médecin, trouver des solutions. S'il y a des réactions, le chien avec l'environnement, avec les enfants, trouver des alternatives, des solutions. L'abandon, ça ne devrait pas être la première solution, ça devrait être la dernière solution. Si vous adoptez un animal, mais que vous n'êtes pas prêt, que si un soir il tombe malade, ça peut coûter 1 000 $, je vous dirais de ne pas l'adopter non plus, parce qu'on ne sait jamais. Ça reste que c'est un être vivant, donc s'il tombe malade, il faut être prêt monétairement aussi à couvrir ces frais-là, justement. J'ai appris que vous avez plus de locaux fixes. Maintenant, vous faites affaire avec des familles d'accueil qui accueillent chez eux les chiens. Il y a aussi un espace où vous avez les chats. Je crois même qu'il y a des gens de Stoneham qui ont décidé d'être famille d'accueil pour les fidèles moustachus. Oui, d'ailleurs, notre meilleure famille d'accueil est située à Stoneham. Merci Valérie! Mais c'est ça, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est possible de devenir famille d'accueil présentement ou vous avez déjà trouvé toutes les personnes en qui vous avez confiance? En fait, pour ce qui est des chats, on a toujours besoin. On va avoir toujours de besoin. Puis justement, que ce soit à n'importe où à Québec, à Stoneham, n'importe où, nous, on prend en fait tout ce qui est Québec. Donc, si jamais ça peut intéresser aux gens, c'est sûr qu'on va être bien ouvert à ça. Mais pour ce qui est des chiens, en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Les gens doivent suivre une formation parce que nous, on est beaucoup en respect de l'animal. Donc, on veut que les gens suivent une petite formation avant pour être sûr que l'animal va être travaillé en méthode positive et non négative. Donc, même si vous n'avez pas votre espace, vos valeurs restent les mêmes puis vous vous assurez de vous entourer de gens comme vous. Il y a aussi d'autres petits animaux que vous avez, que vous pouvez mettre à l'adoption. Il y a les lapins, je crois. Les rats? Oui, des rats, des hamsters, cochons d'Inde, des oiseaux aussi. On prend tous, en fait, tout ce qu'on peut être capable de s'occuper, on va les prendre. Il y a aussi des services pour les animaux en nature qui se trouvent peut-être à des endroits indésirables. Vous pouvez les relocaliser. Si jamais quelqu'un a des problèmes avec soit moufette, marmotte, raton laveur, bien nous, on peut les aider. Encore une fois, c'est en respect de l'animal. Donc, l'animal est relocalisé à un autre endroit où il va être bien pour le reste de ses jours. Parfait. Si on veut de l'information là, sur les animaux qui sont à l'adoption ou encore qu'il y a des gens qui, malheureusement, malgré toutes les options, doivent abandonner leur animal, comment on fait pour vous joindre facilement, puis peut-être même pour devenir famille d'accueil? En fait, on a notre site Internet, Les Fidèles Moustachus, c'est le www.refugelfm.com. Sinon, les gens peuvent aussi téléphoner là, directement au refuge. Toutes nos informations sont sur notre site Internet. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sabrina. Puis, merci à votre mission avec les animaux. C'est important qu'il y ait des gens comme vous qui s'impliquent pour la santé de nos animaux, puis surtout qu'ils puissent grandir dans un environnement sain. Oui, merci, Mélissa. Je crois que vous l'avez perçu dans l'entrevue que j'ai réalisée avec Sabrina. J'aime beaucoup les animaux et je veux réitérer ce qu'elle a mentionné durant ce reportage. L'abandon, c'est vraiment la dernière solution, mais sachez qu'au moins, il y a des gens avec un grand cœur qui peuvent prendre en charge votre animal de compagnie si jamais vous devez l'abandonner. N'hésitez pas à contacter les fidèles moustachus. Maintenant, allons voir Chloé. Vraiment une super bonne nouvelle pour les cyclistes de la Couronne-Nord, donc pour notre territoire. Oui, ça a été confirmé dans le budget de la Ville de Québec. Donc, il y aura une
piste cyclo-piétonne qui va être installée tout près du nouveau terminus de la Faune et tout près aussi des 2 nouvelles écoles, primaires et secondaires. Pour ceux qui ont passé dans le coin, vous avez peut-être vu qu'il y avait des travaux qui étaient commencés. Alors, Michel Lagacé nous a expliqué ce qui se trame dans ce coin-là et aussi, il termine l'entrevue avec leur nouveau combat, celui d'empêcher la destruction de la fameuse serre de l'ancien zoo. Et toi, Chloé, là, qui a vraiment grandi sur le territoire de la Couronne-Nord, comment tu aurais profité d'un aménagement comme celui-ci? Quel est l'avantage d'avoir ça ici? Moi, je suis très contente parce que je me souviens, il y a 15 ans, j'avais signé la pétition pour ne pas fermer le Zoo de Québec. C'était une fierté pour la Couronne-Nord, d'autant plus. On aimait aller voir les ours polaires. Alors, ça a été vraiment une peine pour tous quand ça a été fermé. Par la suite, on se l'est réapproprié avec le parc, mais quand même, là, de voir qu'on va pouvoir utiliser tous les terrains, même le terrain central qui était fermé jusqu'à maintenant, c'est vraiment une joie pour tout le monde, je pense. Que du bonheur à voir maintenant à ccap.tv. Michel, on est présentement au terminus de la Faune. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Chloé. Très contente de vous parler aujourd'hui. Vous êtes de la table de quartier Orsainville qui travaille sur plusieurs projets. Le secteur sera desservi par une piste cyclo-piétonne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement, pour les gens de la Couronne-Nord? C'est très important parce que c'est comme un lien avec toutes les autres pistes cyclables dans le secteur. Ça va décloisonner tout le secteur Bon-Pasteur parce qu'il va y avoir une piste dans le boisé pour donner accès au terminus d'autobus. Fait que les gens n'auront pas besoin de faire tout le contour pour se rendre au terminus d'autobus. Et aussi, ils vont pouvoir venir en vélo, déposer leur vélo, puis continuer en ville avec cette piste cyclo-piétonne. On donne accès à tout le secteur nord, au secteur est et au secteur sud de la ville de Québec. D'ailleurs, vous avez aussi soumis des propositions concernant les nouvelles écoles qui vont se situer dans le stationnement de l'ancien zoo. On va se déplacer de ce côté-là pour parler de ce projet qui va se concrétiser aussi. Vous avez travaillé, collaboré justement, participé aux rencontres pour l'élaboration des plans de ces écoles-là. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment exactement? Là? Bon, là, présentement, c'est la Ville de Québec qui est en train de déplacer la conduite principale d'eau usée qui provient du nord, qui s'en va à l'usine d'épuration de Sainte-Foy. Elle la rapproche de la rue de la Faune pour dégager le stationnement pour qu'ils puissent construire les 2 écoles, l'école primaire puis l'école secondaire. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la construction de l'école secondaire et primaire. L'école secondaire va être située à peu près où sont les grues présentement. C'est très long. Elle va se rendre presque jusqu'à l'avenue du Zoo. Et ensuite va être construite aussi l'école primaire, où est-ce qu'il y a la montagne de neige qu'on voit juste là présentement. C'est une école primaire pour 700 élèves. Il va y avoir aussi une cour de récréation. Et l'école secondaire, c'est 1200 élèves. Wow! Oui. J'imagine que c'est dans les plans d'utiliser aussi le terrain de l'ancien zoo, peut-être les bâtiments. Est-ce que c'est prévu? Oui, ils vont utiliser le terrain pour faire un terrain de soccer. OK. Et qui va se situer approximativement où était l'ancien hôtel de glace. OK. Les bâtiments, il n'y a rien de certain. Ils sont en train d'être évolués. Et même, ils envisagent de tout démolir ces bâtiments-là, dont la fameuse serre indo-australienne. Et là, c'est votre prochain combat, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que vous voulez défendre, de ne pas détruire cette belle serre-là. Oui, on travaille présentement avec un groupe de personnes, des experts, des spécialistes, à développer un projet qu'on voudrait soumettre pour éviter sa démolition. On est sur le point de finir ce projet-là et aussi, probablement, il y a un mécène qui va pouvoir financer le projet. Fait qu'on est très optimiste de pouvoir préserver cette belle serre-là, qui est une serre unique en Amérique du Nord, très grande, toute bien équipée et aussi en bon état. On voudrait la préserver pour l'offrir à la population. Ça serait un très beau jardin tropical. On invite les gens
également suivre vos pages Facebook, justement de la table quartier Orsainville ou encore celle Vélo Orsainville pour ce qui est de la piste cyclable pour les gens qui veulent s'impliquer. Et en terminant, Michel, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer comme ça? Pourquoi c'est important pour vous de préserver l'ancien zoo? Bien, d'abord, j'ai travaillé une vingtaine d'années sur ce site-là. Je le connais. Je sais que c'est un site qui a beaucoup de valeur. Ces bâtiments sont très beaux. Ils peuvent servir beaucoup à la population. Et puis aussi, je voudrais laisser ça aux générations futures, parce que c'est important. On parle de l'horticulture, on parle de l'agriculture urbaine. C'est un site, la serre, qui pourrait permettre de la formation et d'éveiller les gens à toutes ces nouvelles tendances-là. Fait que c'est ça que je veux laisser aux futures générations. Bien, Michel, je vous lève vraiment mon chapeau pour cette passion, ce dévouement bénévole que vous faites justement pour développer ce beau coin de pays qui nous appartient. Il faut se le réapproprier, justement. Puis je vous souhaite un bon succès pour la suite. Bien, je te remercie beaucoup, Chloé, et à bientôt. À bientôt. Et ton intervenant, Chloé, semble bien informé sur le futur du zoo. Oui, vraiment. Il est tellement touchant, passionnant à écouter parler. Puis il connaît ce qui se passe en ce moment. Juste pour vous donner une idée, pendant le tournage, à un moment donné, il dit « Ah, le camion va passer, il va repasser dans 15 minutes. Je le sais, je l'ai chronométré. » Donc, c'est vraiment fascinant de le voir aller puis de suivre de près tous les dossiers qui concernent l'ancien zoo de Québec. Quelqu'un d'informé comme on les aime. Merci, Chloé. C'est ainsi que se termine l'émission Vue d'ici. Ça a été un plaisir de vous voir. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou regarder l'émission à nouveau en vous rendant au www.ccap.tv. Passez une belle semaine. On se retrouve très bientôt pour la dernière émission de Vue d'ici.